Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre plateau. Comme vous le savez, nous sommes en crise. Nous avons une mini-crise économique qui est en train de se dessiner sur notre territoire. Donc, on va essayer de vous faire un léger débriefing et surtout de voir comment vous pouvez être accompagné, ce qui va être mis en place, ce qui est fait. Vous le savez, il y a des réunions, que ce soit sur le territoire hexagonal, bien évidemment, avec le Premier ministre Jean Castex, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, Darmanin, parce qu'ils ont répondu pour l'instant au niveau du gouvernement sur le sécuritaire. Mais avant d'en parler, on va commencer par la phrase du jour. Enfin, vous savez, ce matin, le président était à Amiens et d'Amiens, il a fait une déclaration où il dit « On ne peut pas utiliser la santé des Françaises et des Français pour mener des combats politiques ». Donc ça, c'est la phrase d'Emmanuel Macron et il explique il faut que l'ordre public soit maintenu. Donc ça, c'est vraiment son explication pour répondre, pour expliquer que la réponse pour le moment soit sécuritaire. Emmanuel Macron juge la situation explosive et appelle à ne rien céder aux mensonges et à prendre aussi en note que pour le moment, visiblement, la réunion est en train de se faire au niveau de nos responsables politiques, de nos responsables économiques. À prendre aussi en note que la Martinique, aujourd'hui même, est entrée en manifestation, en grève illimitée et qu'ils ont commencé à bloquer tous les points économiques. Notamment, le port de Martinique, visiblement, a été bloqué ce matin et ils sont aussi en manifestation contre la vaccination obligatoire. Donc avec nous, pour parler un petit peu de cette situation, Raphaël Lapin, bonsoir. Bonsoir Sabine et bonsoir aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, quel est déjà votre avis sur la situation? On a entendu que vous vous êtes prononcé, vous avez dit que la réponse, le gouvernement aurait peut-être pu répondre aussi différemment. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Absolument. Alors, il y a plusieurs choses. Avant de commencer, évidemment, je tiens à adresser toute ma solidarité à celles et ceux qui souffrent dans la période que nous traversons, et notamment à ceux et celles qui ont tout perdu. Il y a eu des incendies dramatiques, notamment à Pointe-à-Pitre, des incendies aussi d'entreprises locales. Et là-dessus, évidemment, on ne peut qu'avoir une pensée solidaire pour tous ceux qui sont dans la souffrance encore plus durement aujourd'hui. Alors, à côté de cela, évidemment, il y a un enjeu au calme et à la responsabilité. Au calme, au retour au calme du pays, et puis à la responsabilité à tous les étages, et notamment dans la parole publique. Quand j'ai effectivement fait ce post où j'ai expliqué que d'autres réponses sont possibles ou sont nécessaires plutôt que la force, évidemment, il n'est pas question absolument d'exclure une intervention qui doit rétablir l'ordre public quand les biens et les personnes sont menacés. De l'autre côté, ça ne peut pas être la seule réponse, parce que j'ai été à Perrin, j'ai été au CHU, j'ai été sur le pont de la Boucan et j'ai écouté, j'ai entendu. Et il ne s'agit pas d'une violence qui est exprimée au premier abord, c'est une souffrance qui est exprimée. Les personnes que j'ai rencontrées, souvent, c'était des personnes qui ont fait des études, qu'on a applaudi il y a 1 an et demi, et puis aujourd'hui qu'on décrit, qu'on suspend, sans salaire, et qui doivent continuer à faire tourner le ménage. Et donc, évidemment, on est face à une situation qui est assez particulière, où d'un côté, on a ces personnes qui refusent de se faire vacciner, de l'autre côté, on a ces personnes qui se sont fait ou qui incitent à la vaccination, et on a un dialogue de sourds. Aujourd'hui, voilà la situation du pays, c'est un dialogue de sourds. Et je ne crois pas, pour avoir tenté de discuter avec les uns et les autres, qu'on puisse avoir des perspectives de solutions, en tout cas des positions qui seraient solubles. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas tout simplement se faire vacciner de se faire vacciner. On ne va pas lui mettre une camisole de force et puis le piquer de force. Non. De l'autre côté, ceux qui se sont fait vacciner, on ne va pas les mettre sur ceux qui ne sont pas vaccinés. Bref, on est face à une situation où les gens sont dos à dos. Qu'est-ce qui reste à faire face à ça? Soit on laisse le train de l'apartheid sanitaire aller dans le sens dans lequel il va et dans lequel il va trop vite, soit on pose les choses.
on arrête les choses. On remet l'ouvrage sur le métier. On discute. On essaye, à chaque fois que possible, de répondre aux inquiétudes des gens, de répondre aux questionnements des gens. Et à chaque fois que possible, de réorienter. Vous avez cité une phrase du président de la République dans laquelle il dit qu'on ne peut pas laisser faire des combats politiques sur la santé des Françaises et des Français. Je crois au contraire que la santé est un enjeu politique, aujourd'hui et depuis 2 ans. Et donc, nécessairement, qu'on doit y apporter des réponses éminemment politiques. Dans ces réponses politiques, parce qu'on entend beaucoup les gens parler effectivement de la vaccination, mais on ne va pas se mentir, ce qui revient en fond, c'est toujours le chômage, le manque de formation. C'est comme si la vaccination est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Est-ce que vous pensez qu'il faut une réponse politique qui aille au-delà de la vaccination, quitte, parce que le gouvernement, surtout en ce moment, ils sont en train de faire un appel à la 3e dose en France. Le président a rappelé ce matin que les autres pays européens commencent à mettre chez eux la vaccination obligatoire. On a entendu la phrase du Premier ministre allemand qui commence à faire un petit peu un buzz, bon, parce qu'il a dit que les Allemands, à la fin de l'hiver, seront soit vaccinés, soit guéris ou soit morts. Donc, ils ont trouvé que c'était assez violent. Donc, toute l'Europe commence à aller vers la vaccination obligatoire. Et j'ai regardé au niveau de la Caraïbe, de plus en plus, je vois que les pays de la Caraïbe, même les pays indépendants autour de nous, commencent à faire vacciner obligatoirement leur personnel, par exemple pour les gouvernements. Donc, est-ce que vous pensez que si l'État arrive à apporter une réponse sur tout ce qui est formation pour nos entrepreneurs, ça va au moins désamorcer la situation? Alors, ce qui est certain, c'est que la mobilisation d'aujourd'hui, les manifestations ont dépassé depuis longtemps l'enjeu purement sanitaire. Aujourd'hui, on entend déjà parler de formation, vous l'avez dit, on entend parler de vie chère, on entend parler d'autres sujets qui sont des sujets éminemment guadeloupéens, et ça fait 70 ans qu'on est un département français, et en 75 ans, et en 75 ans, on n'a pas encore trouvé de solution miracle pour répondre à ces questions-là. Donc ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? On ne saura pas mettre des pansements sur ces problèmes-là. Comme en 2009, il y a des questions fondamentales qu'il va falloir se poser. Je crois qu'on a dans chaque crise, c'est Édouard Glissant qui disait ça, dans chaque crise, il y a le sel et l'engrais pour créer de nouveaux futurs. Eh bien, je crois que là aussi, on a des éléments qui nous permettent d'envisager d'autres futurs pour le pays. Quand on a une jeunesse qui est dans la rue, comme c'est le cas aujourd'hui, plutôt que de dire qu'ils sont instrumentalisés, moi, je préfère les écouter. Je préfère les écouter et entendre ce qu'ils ont à dire. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a une jeunesse qui exprime la souffrance dans laquelle elle vit dans ce pays-là. Avec plus de 50% d'un chômage des jeunes qui est endémique et de longue durée. Avec aujourd'hui une femme sur 2 en Guadeloupe qui est dans une situation de chômage non choisie. Avec des inégalités qui sont chaque fois plus profondes. Et d'ailleurs, il faut le dire, des inégalités que la crise sanitaire est venue aggraver. L'Organisation mondiale, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies a sorti un rapport il y a 3 semaines dans lequel elle précise que les inégalités à travers le monde se sont lourdement aggravées. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les difficultés d'accès à la formation sont plus lourdes avec la crise sanitaire. Les difficultés d'accès à l'éducation, et on le voit aujourd'hui encore, les enfants ne vont pas à l'école, sont plus lourdes avec la crise sanitaire. Les difficultés de création d'emplois sont plus lourdes avec la crise sanitaire. Et donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en réalité, ce qui s'exprime aujourd'hui dans la rue, c'est ce ras-le-bol, c'est ce « j'en ai assez ». Et c'est ce que la jeunesse a envie de dire. J'en ai assez de ce monde, des devenirs écrasés, de mes potentiels écrabouillés sur la foi de plein de choses qui ne dépendent pas de moi. J'ai envie de reprendre une part du pouvoir que je suis censé avoir en réalité en démocratie. Alors merci. D'ailleurs, j'en profite pour dire, aujourd'hui devait y avoir un événement des premières Guadeloupe. Comme vous le savez, on a commencé à les recevoir. Ils étaient avec nous la semaine dernière. On a décidé de mettre une chronique mensuelle en place à partir de janvier pour suivre les femmes au travail et voir comment ça se passe pour elles en Guadeloupe. Et aujourd'hui, l'événement était intitulé « Accélération
émergence dans le cadre de l'appel à projet BPI France destiné aux créatrices issues des quartiers prioritaires de la ville. Donc cet événement est annulé, on vous tiendra au courant pour savoir quand est-ce que ça va reprendre. Alors bien évidemment aujourd'hui on va faire un suivi de la crise, on n'a pas demandé à tous les intervenants de venir en plateau, donc on va les recevoir en téléphone. On va essayer de faire un petit peu comme ce qu'on a fait pendant la période. Alors là, tout le monde m'appelle. Donc, je vais répondre pour les gens qui m'appellent. C'est sans doute pour passer avec nous en ligne. Donc, on va vous appeler, nous, de notre côté. Ne vous inquiétez pas. On va partir tout à l'heure du côté de la CCI avec Madame Edith Evry-Luce, qui est présidente, vice-présidente de la CCI des îles de Guadeloupe et qui est présidente de la commission TPE. Au niveau de la CCI, ils ont commencé déjà à bouger assez rapidement. Hein. Ils vont commencer un recensement pour les entreprises qui sont touchées et ils ont mis quelque chose en place de manière à pouvoir venir en aide à nos entrepreneurs. Qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport aux entreprises ? Vous en pensez quoi de... Parce que là, c'est surtout l'économie qui est vraiment ciblée, là. Oui, une économie qui a déjà évidemment vécu la crise sanitaire depuis 2 ans, avec des secteurs qui sont à l'arrêt depuis plus de 2 ans. Je pense notamment à l'événementiel qui connaissait un tout juste une reprise, même pas un rebond, une reprise, la restauration, l'hôtellerie. Évidemment, l'économie ne peut pas se porter bien du fait d'une crise sociale. Nécessairement, il y a un heurt, il y a quelque part une économie qui rentre presque en conflit avec la crise sociale. Sauf que, évidemment, il va falloir apporter des réponses. Et je ne voudrais pas que les réponses qu'on puisse apporter aujourd'hui soient des réponses, encore une fois, en forme de pansement, en forme avec un peu de bétadine sur le bobo, on met un pansement, on espère que ça va aller mieux. Non, parce que le mal est plus profond que ça. Quand en 2009, il y a eu cette crise sociale profonde qui a affecté la Guadeloupe pendant 44 jours et que, bon an, mal an, la Guadeloupe a recommencé à fonctionner et qu'aujourd'hui, sur la foi des mêmes motifs, on se retrouve à devoir réinterroger les autorités publiques, à un moment donné, je comprends ce questionnement que le peuple a à l'égard de sa classe politique. Et oui, parce que bien sûr, ils ont le sentiment de ne pas être entendus. Et c'est pour moi un élément qui est au centre de la crise que nous traversons. C'est quelle est l'audibilité, à quel moment est-ce qu'on arrive à entendre la voix de ceux qui s'expriment. Et d'ailleurs, je tiens à signaler, puisque ce matin même, il y a eu un témoignage sur une chaîne nationale, donc dans une émission de grande écoute, où une dame métropolitaine qui est venue s'installer en Guadeloupe depuis 3 ans a appelé parce qu'elle est choquée, non pas des mouvements, mais elle est choquée des prix des produits dans la consommation. Elle est choquée que ce soit les mêmes personnes qui détiennent les magasins. Elle trouve qu'il n'y a pas assez d'air, pas assez de poumons économiques. Et elle est choquée parce que visiblement, elle connaît elle-même, qui est métropolitaine, connaît des gens, vit avec des gens qui essayent d'ouvrir un magasin. Et on leur dit, ça, tu touches pas parce que c'est déjà pris par les grands groupes qu'on connaît tous. Hein. On n'est pas là non plus pour faire forcément bien ou mal. Ça, les acteurs économiques parce que là, je pense qu'ils vont entendre qu'il faut aussi prendre ce sujet à bras le corps. On se souvient du président Emmanuel Macron à La Réunion, était venu sur le parvis de l'aéroport pour dire « ce n'est pas normal que ceux qui ont tout gardé pour eux ». Il avait promis d'envoyer la commission de la transparence, de la concurrence pour faire une enquête. Or, je note que nous, ici, dans notre émission économique, on avait déjà reçu l'enquête puisque la commission avait déjà fait une enquête. Donc, c'était antérieur aux paroles du président. Il n'était pas sans savoir que dans l'enquête, il était marqué précisément que le gouvernement a donné aussi des dérogations qui fait que les grands groupes ne sont pas obligés de donner leur prix. Donc, la commission de la concurrence ne peut pas savoir concrètement quels sont les prix et ils ne peuvent pas statuer. Donc, est-ce qu'on ne va pas vers encore un autre truc un peu comme le chlordécone où l'État a quand même couvert un petit peu, où ils ne font pas vraiment le jeu de dire maintenant ça suffit, on arrête les âneries et on ouvre de manière à ce que tout le monde puisse entreprendre. Alors, ce que vous dites est particulièrement intéressant, Sabine. La réalité de l'économie guadeloupéenne, c'est que c'est une économie qui, historiquement, est déstructurée ou en tout cas est structurée autour des monopoles. C'est-à-dire qu'une
une fois qu'on a décidé en 1848 d'abolir l'esclavage, qui était un modèle économique dramatique et mortifère, eh bien, en 1849, on a décidé de sédimenter les rapports de production en Guadeloupe entre d'un côté ceux qui possèdent et de l'autre ceux qui n'ont que leur capacité de travail. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, on a créé les bases d'une société inégalitaire et profondément inégalitaire. Donc quelque part, comme si c'était une force centrifuge, depuis l'époque, on se retrouve à répéter exactement les mêmes choses, avec d'un côté ceux qui n'ont que leur force de travail à offrir et de l'autre ceux qui possèdent le capital. Donc la réponse en réalité à la question que vous venez de poser, c'est de savoir est-ce qu'on a, comme le chlordécone, comme d'autres sujets, une participation presque non dite de l'État. Moi, je ne suis pas tenant de la théorie du complot. En revanche, ce que je sais, c'est qu'avec de la volonté politique, en dégageant des horizons politiques pour ce pays-là, en dégageant des moyens politique pour ce pays-là, eh bien, il y a des réponses à apporter à ces problématiques-là. Aujourd'hui, j'ai entendu le ministre des Outre-mer, qui était sur la chaîne de certains de vos confrères, évoquer le sujet de la domiciliation du pouvoir local en disant que tous les sujets sont sur la table à l'occasion des discussions qui s'ouvrent. J'ai entendu le président le président du GUSR, Guy Losbar, évoquer aussi cette question de la domiciliation du pouvoir qui était au cœur du contrat de gouvernance concertée entre la région et le département. Le président de région, hier, sur une chaîne de vos confrères, a évoqué lui aussi cette perspective de domiciliation du pouvoir local. Eh bien, moi, je me mets au creux de cette vague-là et je dis, mais prenons la balle au bon. Prenons la balle au bon et décidons que la compétence fiscale, par exemple, c'est une compétence sur laquelle on va pouvoir jouer. Parce que vous parliez de la question de la vie chère. Eh bien, précisément, grâce à cette question qui serait de domicilier la compétence fiscale, il y aurait des perspectives, des moyens de jouer sur la pression en termes de prix sur le consommateur. Voilà une perspective de solution qui est d'ores et déjà, je pense, dans les cartons, puisque c'est dans... Voilà, je crois qu'on en parle. Voilà. Sur ce point. Alors, on part du côté de la CCI. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce que vous avez mis en place, s'il vous plaît? Alors, je suis Edith Grilus, membre élu de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guadeloupe. Alors, pour commencer, je vais lancer un message aux chefs d'entreprise de la Guadeloupe d'une manière générale, mais un message à ceux qui ont été impactés en leur disant de tenir bon, de ne pas perdre espoir, parce qu'un chef d'entreprise a la capacité de rebondir. Alors, vous savez, nous, à la Chambre de commerce, on n'a pas perdu de temps, puisque nous avons déjà mis en place un certain nombre de dispositifs. Donc, nous avons alerté nos conseillers qui vont contacter directement par téléphone les premières entreprises qui ont été identifiées dans les médias. Ensuite, nous allons mettre un formulaire accessible sur notre site internet, le site internet de la Chambre, Guadeloupe en minuscule .cci.fr. Nous allons mettre une adresse email également mise à la disposition des entreprises pour signaler ces entreprises qui seront sinistrées afin d'obtenir plus de renseignements et d'informations sur notre accompagnement. Alors pour ce faire, le mail c'est territoire au pluriel, territoire.guadeloupe.cci.fr. Alors nous allons faire quoi? Nous allons dans un premier temps lancer une procédure de recensement des entreprises qui ont été pillées, brûlées, saccagées. Ensuite, nous allons évaluer l'ensemble des entreprises touchées par cette déferlante, si je puis m'exprimer ainsi. Nous allons évaluer le montant des préjudices du matériel, évaluer la perte d'exploitation, faire un état des lieux avec l'État, les assureurs, les collectivités. Et pour ce faire, il y aura un agent de la Chambre par zone géographique qui rentrera rapidement en relation avec les associations de commerçants et aussi avec les mairies, parce qu'il doit y avoir une solidarité
entre les collectivités et l'économique, puisque s'il n'y a pas d'économie dans une commune ou dans une ville, c'est une ville qui est vouée à l'échec. Donc, voilà ce que nous allons mettre en place dans un premier temps, mais nous allons aussi incessamment sous peu, assez rapidement, faire une visite. Nous allons partir en délégation pour visiter ces entreprises qui ont été impactées, de manière à redonner espoir à ces chefs d'entreprise, parce que quand on regarde l'histoire depuis les 2 dernières années, on a demandé aux chefs d'entreprise d'être dans l'adaptation, c'est-à-dire de gérer les gestes barrières, de gérer entre autres les ouvertures et les fermetures d'entreprises, de gérer leur organisation interne. On a connu l'apparition de commerces essentiels, non essentiels. Il fallait aussi gérer le click and collect. Il fallait gérer la clientèle en faisant de la pédagogie. Il fallait gérer la baisse du chiffre d'affaires. Il fallait gérer le personnel. En fait, tant de choses à gérer. Quand on avait une lueur d'espoir parce qu'on semblait gérer cette pandémie, et bien comme un coup d'arrêt, on a assisté à quoi? On a assisté à des casseurs qui détruisent, qui enflamment, qui cassent le travail de toute une vie. Donc pour le moment, à la Chambre, nous avons répertorié entre 80 ou 100 entreprises qui ont été impactées, que ce soit au cœur de Pointe-à-Pitre ou alors dans les communes, parce qu'on a remarqué que les casseurs vont aussi s'attaquer aux entreprises qui sont installées dans les communes. Alors, je vais expliquer quelque chose à la population en disant, nous avons pour le moment répertorié entre 80 et 100 entreprises. Imaginons que chaque entreprise avait 3 salariés. Ça fait 250 salariés qui vont gonfler le banc du chômage. Imaginons que ces salariés sont en famille, ils sont peut-être au nombre de 5. Ça fait près de 700 personnes qui sont dans le chaos. Est-ce qu'on avait besoin de ça en Guadeloupe? Quand on avait appris, je vais dire, à cohabiter avec le virus, on a été, c'est vrai que la Covid a été une crise pandémique sans précédent. On a essayé d'atténuer le choc. Confinement, déconfinement, reconfinement. Les chefs d'entreprise ont été malmenés. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Que nos commerces sont incendiés, nos commerces sont attaqués, ils sont vandalisés, ils sont pillés, ils sont dégradés. En filigrane, on nous parle peut-être qu'il y aura une 5e vague dont on parle depuis un certain temps. Donc, les commerçants sont exaspérés. Mais dans tout cela, quand même, à la Chambre de commerce, nous saluons le sang-froid des commerçants et nous félicitons ces chefs d'entreprise qui ont été touchés de plein fouet. Donc, ce que nous disons, maintenant, il va falloir atténuer ce choc. Il faut éviter l'effondrement de l'économie. C'est ça, je ne sais pas si on se rend compte de la situation économique en Guadeloupe, de la situation des chefs d'entreprise qui sont quelquefois dans le silence, qui agissent. Donc maintenant, ce que nous disons à la Chambre de commerce, il faut automatiquement, obligatoirement sauver les entreprises. Sauver les entreprises, c'est aussi sauver les emplois. Il ne faut jamais voir que c'est le chef d'entreprise. Il ne faut jamais voir que c'est le chiffre d'affaires. Avant tout, il faut voir les salariés qui sont là depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 2 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Alors, on va essayer, on va faire en sorte, avec le président, ça a été d'ailleurs notre leitmotiv pendant la campagne, c'est de sauver les entreprises, de tout faire pour que nous puissions sauver ces entreprises-là. Qui dit sauver les entreprises dit sauver les emplois, sauver le pays. Et je dirais pour terminer que le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. Et en cas de ces chefs d'entreprise-là, qu'est-ce fort, Chambre de commerce, nous lève nous piquons les saisons tombées. Donc, maintenant, nous avons tout mis en œuvre pour vous accompagner. On sait que ce ne sera pas facile, puisqu'il y a le moral aussi qui a pris un coup, mais nous sommes là pour vous donner
un regain d'espoir, une lueur pour qu'on puisse recommencer à faire vivre les familles guadeloupéennes dans notre pays de Guadeloupe. Bon ben merci beaucoup, remontez-vous les manches parce qu'effectivement ça va être il va y avoir beaucoup de travail, mais je pense qu'on peut y arriver avec notre jeunesse et avec nos entreprises. Je pense qu'on peut vraiment y arriver. Je rappelle que vous êtes présidente de la commission TPE. Hein. Je suis présidente de la commission des TPE et je vais juste rajouter un mot en disant les chefs d'entreprise sont des gens qui se réveillent tôt, qui ont l'habitude de l'effort et qui n'attendent pas forcément. Donc, sans perdre, on nous retrouve ces manches en nous pour nous payer, relancer l'économie la demain qui est plus belle. Merci beaucoup pour votre intervention et nous, de notre côté, on va suivre les choses que vous mettez en place et on tiendra les entrepreneurs au fur et à mesure. Et j'espère que Canal 10 reviendra vers nous plus souvent. Canal 10 vient très souvent vers vous, madame. Bon, merci beaucoup de votre intervention. Moi, attention, mes gros yeux sont ouverts et j'écoute tout. Il n'y a pas de souci et au contraire, Canal 10 va vraiment... Je vais même refaire ma demande de financement pour recommencer les émissions économiques. Voilà, je ne lâche pas l'affaire. J'en profite et comme ça, on va être encore plus que là qu'on est déjà là. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre intervention. J'ai une question pour vous, monsieur Lapin. Par rapport à ce que disait madame Évrius, elle a dit quelque chose... Je me demande, par rapport à notre situation, si, que ce soit notre jeunesse, ou peut-être ceux qui ne travaillent pas, qui sont sur les barrages, est-ce qu'ils connaissent vraiment le fonctionnement? Parce que c'est vrai que ce sont des sujets... Alors nous, on essaye vraiment de mettre à plat l'économie, de manière à ce que les gens comprennent des fois le fonctionnement. Je me pose la question de savoir si les gens savent vraiment comment... est structurée l'économie, puisque c'est une économie, on va dire, circulaire ou quoi. Ça veut dire que quand une entreprise est fermée, elle ne paye pas ses charges, qui en plus sont très chères. Et ces charges, c'est ce qui permet de payer, parce que je rappelle, on entend souvent sur le territoire hexagonal des gens du style, des questions du style combien coûtent les Outre-mer, mais je rappelle que c'est nous-mêmes qui payons notre RSA. D'ailleurs, il faudrait peut-être aussi qu'on fasse une émission avec le département pour qu'ils expliquent qu'en Guadeloupe, ce sont les Guadeloupéens qui payent une grosse partie du RSA des Guadeloupéens quand même. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi il faut qu'on ait une économie dynamique pour que les communes puissent avoir du budget, la région puisse avoir du budget, comment ça fonctionne? Alors, c'est un sujet qui est complexe à expliquer en quelques minutes sur votre antenne. Avant peut-être d'entrer dans un détail technique, je tiens à saluer l'intervention de Madame Évrilus, que j'ai beaucoup appréciée, qui était empreinte de réalisme de ce que vivent concrètement les chefs d'entreprise au quotidien et de ce qu'ils traversent en ce moment. Et féliciter cette initiative qui est très réactive, parce que au surlendemain de la crise qu'on est en train de traverser, eh bien, il y a déjà un accompagnement qui est dédié aux chefs d'entreprise touchés. Elle a évoqué entre 80 et 100 entreprises qui seraient impactées par la situation qu'on connaît et notamment par les violences qui ont eu lieu dans les nuits qui ont précédé le week-end. Au-delà de ces 80 à 100 entreprises, j'ai presque envie de croire que c'est toute l'économie guadeloupéenne qui est bousculée par la situation dans laquelle on se retrouve. Pourquoi? Et ça va certainement répondre à votre question. Aujourd'hui, j'étais en contact avec un restaurateur qui me disait qu'il n'ouvrirait pas les portes de son restaurant. Il n'a pas été victime de cassage, mais il n'a pas ouvert parce qu'il n'était pas certain que dans le contexte social qu'on traverse, eh bien, c'était tout à fait sûr, il avait toutes les garanties pour ouvrir. Ensuite, il ne savait pas si tout simplement, en termes de chiffres, la dépense qu'il fournirait pour ouvrir son établissement serait compensée par la consommation des clients. Et donc, au final, on se retrouve avec un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont dans cette réalité-là. À côté, vous avez toutes celles et ceux qui sont empêchés, alors même qu'ils sont à côté ou dans leur entreprise, d'exercer leur activité professionnelle par rapport au barrage, parce que les accès ne sont pas facilités. Tout à l'heure, on écoutera certainement la Chambre d'agriculture. Eh bien, j'étais aussi en contact avec un éleveur qui m'expliquait ce matin qu'il n'arrive pas à accéder à son exploitation à Petit-Bourg pour nourrir ses bêtes. Eh bien, voilà. Donc concrètement, oui, d'ores et déjà, une situation telle que celle que nous traversons
amène nécessairement des conséquences économiques, surtout au lendemain d'une crise sans précédent où, je le rappelle, l'IEDOM, qui est l'Institut des études économiques pour les Outre-mer, a mesuré l'impact en termes de climat d'affaires sur l'économie de la crise sanitaire qu'on vient de traverser. Et quand on regarde les courbes sur une dizaine d'années, un peu plus qu'une dizaine d'années, on voit que l'impact du premier confinement a été plus dramatique que l'impact de la crise de 2009. Oui. Et donc, on se retrouve à cette époque, en 2021, après un premier, après un deuxième, après un troisième confinement, à une époque où la crise sociale est extrêmement sévère, où les gens sont en colère pour un certain nombre de raisons qu'il faut entendre, je le répète, et où, en définitive, on n'a pas de perspective. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Tout simplement, quand vous avez un produit qui est mis dans le commerce, l'État va percevoir sa part avec la taxe sur la valeur ajoutée, l'État va percevoir sa part sur l'impôt sur les sociétés, les collectivités vont percevoir leur part sur l'octroi de mer, elles vont percevoir leur part sur la cotisation foncière des entreprises, et finalement, c'est une économie qui va circuler, puisque nécessairement tout bénéfice qui va être fait par les collectivités territoriales va être réinjecté dans l'économie, soit de manière directe à travers des investissements, et ce sont les fameuses dépenses d'investissement quand on fait des infrastructures telles que des routes, telles que des hôpitaux, telles que des réseaux d'eau, et j'en passe. Mais de l'autre côté, ça va aussi être réinjecté de l'économie de manière un peu moins directe à travers les emplois que les collectivités publiques et que l'État peut faire. Ça, c'est pour répondre à votre question. Et donc, quand on est dans un pays comme la Guadeloupe, où finalement toutes ces questions-là sont profondément imbriquées, parce que je tiens à rappeler que l'économie est profondément dépendante en Guadeloupe de la commande publique, de la dépense publique, de la capacité de financement des fonctionnaires et de toute cette espèce de transfert d'argent public entre la sphère publique, collectivité territoriale, État et établissement public, et de l'autre côté, la sphère privée qui, elle, aujourd'hui, est en souffrance et en profonde souffrance. Et il faut qu'on l'entende aussi. Voilà. Je crois, et il ne s'agirait pas d'élargir une plateforme de revendication déjà très importante, qu'à l'instar de ce qu'un grand homme guadeloupéen disait il y a quelque temps, quand mon association avait été à sa rencontre, le pays est malade. Et donc, aujourd'hui, certains cherchent des remèdes bon an, mal an, d'autres font semblant de chercher des remèdes, d'autres encore expriment la souffrance sans pour autant trouver le remède en face. Et je crois que c'est à cet instant particulier que nous sommes de notre histoire. D'accord. Donc, on va effectivement tout à l'heure partir du côté de la Chambre de l'agriculture. La dame m'a dit qu'elle est prête, donc on va pas tarder à lancer l'appel de manière à ce que la Chambre de l'agriculture aussi puisse vous transmettre quelques mots et voir ce qui peut être fait aux côtés de nos agriculteurs qui aussi, ça faisait aussi partie de la première question, hein, le jour où on avait eu les services du gouvernement, on avait posé, j'avais demandé pour les agriculteurs, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on était dans une période où ils venaient de récolter tous leurs fruits, hein, donc les pauvres, ils ont perdu toute leur récolte et je posais la question de savoir pour le financement s'ils avaient été dédommagés. Alors c'était assez comique, hein, parce que enfin non, comique non, mais tout ça pour dire que l'intervenant me disait que c'était le ministère de l'Agriculture qui, au final, pour le dédommagement, m'a renvoyé quand même sur le Bercy. Donc après, au niveau du gouvernement, il faudrait aussi voir peut-être pour que ça aille plus vite, parce que des fois, on a des problèmes seulement parce que les dossiers sont longs pour nos entrepreneurs et c'est trop compliqué. Donc là, nous sommes au téléphone avec Madame Victoire Violanès. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez, Madame Violanès ? Oui, je vous entends, oui, bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez, pareil, vous présenter et nous expliquer ce que vous avez mis en place ou nous donner vos quelques mots pour nos agriculteurs, s'il vous plaît ? Donc, je suis Madame Violanès Victoire, je suis présidente du pôle accompagnement des agriculteurs et jeunes agriculteurs et secrétaire de la Chambre d'agriculture. Donc, au niveau de la Chambre, au niveau effectivement de mon pôle, nous avons mis en place, au niveau de mon pôle, on a tout un service qui est au service des agriculteurs, avec tous les conseils liés à l'installation, des conseils aux opérateurs économiques
l'accompagnement des porteurs de projets, le centre de formalité des entreprises, etc. Donc on a tout ce service-là mis en place pour les agriculteurs et on attend justement que nos agriculteurs nous contactent au cas où ils auraient des problèmes. Parce que, étant agricultrice moi-même, je sais que sur le terrain, nous rencontrons des soucis, ne serait-ce que pour accéder à nos exploitations, puisque nous ne sommes pas toujours à proximité. Donc, des fois, on a des parcours à faire, on ne peut pas accéder aux exploitations, on ne peut pas accéder non plus au marché. On a beaucoup de problèmes qui ne nous sont pas encore remontés. Mais on attend de nos agriculteurs qu'ils nous fassent remonter leurs problèmes, quoi, parce que les marchandises sont sur place, parce que comme ça a été le cas lors de la crise sanitaire, lors du tout premier couvre-feu, on se retrouve aujourd'hui encore avec de la production, comme en 2020. En 2020, c'était pour la période de Pâques. Aujourd'hui, ça sera pour la période de Noël. On se retrouve aujourd'hui avec de la production et nous sommes encore dans l'incapacité de pouvoir vendre nos produits. Contrairement à 2020 où on avait mis en place des drives, on avait pu, avec les services de l'État, en respectant les gestes de barrière, mettre en place des drives. Cette année, avec l'insécurité qui règne, avec les barrages, on ne peut pas mettre en place de drive. Donc nous sommes aussi perdus qu'en 2020. D'accord, alors merci déjà pour ces quelques mots. Comment ça se passe quand un agriculteur ne peut pas accéder à son exploitation? Par exemple, tout à l'heure, la CCI nous ont dit qu'ils ont mis des choses en place. Donc, ils vont voir après avec leurs différents partenaires, que ce soit peut-être les assurances et tout. Par rapport à l'agriculture, est-ce que, par exemple, les animaux peuvent mourir s'ils restent 2 jours sans eau? Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce qu'au niveau de la Chambre, il y a quelque chose que vous pouvez mettre en place aussi pour aider les agriculteurs, voire avec les assurances, ou comment ça va se passer selon vous? Là, selon moi, je suis incapable de vous le dire parce que les bœufs, c'est comme les gens. Au bout de 2-3 jours, on commence déjà à s'affaiblir. Donc, je pense que c'est l'aide mutuelle qui peut arranger les choses. C'est-à-dire qu'un voisin, en agriculture, nous sommes très solidaires, surtout quand il s'agit des animaux. C'est-à-dire que je ne peux pas le faire, mais je peux avoir le contact d'un voisin proche qui peut donner à boire, qui peut donner à manger à mes bêtes en attendant que moi je puisse me libérer pour pouvoir... On a encore en agriculture cette notion de coup de main, surtout quand il s'agit d'animaux. D'accord, merci. Alors, on sait que le président de la Chambre, en ce moment, est en train de négocier des choses sur le territoire hexagonal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? C'est pas validé, mais en fait, il s'agit surtout dans le cadre du nouveau plan européen, non? Du nouveau plan stratégique national. D'accord. En fait, c'est pas officiel. Je ne peux pas le dire. En fait, le national nous demande à la Chambre d'agriculture de recevoir des agriculteurs pour qu'ils aient un numéro SIRET. D'accord. Parce qu'au bout, en 2022, certains agriculteurs, surtout petits agriculteurs qui n'ont pas ce métier premier, c'est-à-dire qui ne sont pas agriculteurs à temps plein, vont certainement, s'ils n'ont pas un numéro SIRET, un numéro agricole, être sortis du fichier agriculteur. D'accord, ils n'auront pas ce statut d'agriculteur, ils ne pourront pas toucher des aides liées pour les agriculteurs. Donc, on va demander le président de la Chambre d'agriculture négocie pour que nos petits agriculteurs puissent
puissent bénéficier, si vous voulez, encore de ces aides d'État, qui ne sortent pas du programme des aides État. D'accord, merci pour ces informations. Est-ce que vous avez d'autres choses à faire passer? Attendez. Allô? Allô? Oui. Non, c'est bon, vous nous avez tout dit ou vous avez encore d'autres choses à faire passer aux agriculteurs? Mais aux agriculteurs, je leur dirais qu'ils peuvent compter sur nous, que nous sommes là pour les aider, que nous sommes là pour travailler pour eux et qu'on essaie, dans la mesure du possible, de faire en sorte qu'ils ne soient pas lésés par des décisions prises par l'administration. Surtout pour nous, agriculteurs en Outre-mer, qui sommes beaucoup plus petits, avec de plus petites surfaces que l'agriculture européenne. Et voilà, donc nous essayons, dans la mesure du possible, de faire en sorte que nos agriculteurs puissent rester toujours bénéficiaires des aides comme... D'accord, merci beaucoup pour ce message. Et nous, comme d'habitude, on continuera aussi de suivre du côté de la Chambre de l'agriculture pour savoir quelles sont les évolutions et comment ça se passe pour nos agriculteurs. Donc, merci de votre intervention. Est-ce que vous avez un mot pour ça, par rapport à nos agriculteurs? Oui, évidemment, là encore, une profonde solidarité. Puisqu'on imagine bien, je vous disais ce matin que j'étais en contact avec un éleveur du côté de Petit-Bourg qui nous disait les difficultés qu'il éprouve à rejoindre son exploitation. Et donc on essayait de trouver des solutions effectivement qui passent souvent par la solidarité, par le fait d'appeler quelqu'un. Et donc nécessairement, face à cette situation qui est compliquée, la personne Victoire Violanès, qui parlait tout à l'heure, expliquait que finalement la parade à cette situation de crise, c'est souvent la solidarité entre les Guadeloupéens qui acceptent de donner un coup de main. Je sais qu'il y a des initiatives aussi de ce point de vue-là pour entretenir les parcelles du côté de Sainte-Rose, et là-dessus je salue celles et ceux qui y participent. Mais quoi qu'il arrive, évidemment, il y a un enjeu à ce que la situation de crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui trouve très vite son épilogue. Parce que c'est une situation qui ne profite à personne. Elle ne profite pas aux soignants qui sont, pour certains, suspendus et qui sont suspendus sans revenus, évidemment à leurs proches. Elle ne profite pas aux sapeurs-pompiers qui manifestent et qui sont dans une situation similaire. Elle ne convient pas non plus, je le crois, à cette jeunesse qui exprime sa souffrance dans la rue et qui aurait préféré être occupée à faire autre chose, nécessairement à pouvoir se nourrir, à pouvoir nourrir leurs proches. Elle ne profite pas non plus à celles et ceux qui cassent, qui se retrouvent aujourd'hui en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Elle ne profite pas non plus aux chefs d'entreprise. On a entendu tout à l'heure la vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie qui nous parlait de ces 80 à 100 entreprises qui ont été impactées directement par les violences. Mais on sait aussi, et elle évoquait à chaque fois ces entreprises où il y a 3-4 emplois qui ont été menacés. Mais autour, on n'oublie pas que la Guadeloupe, c'est 95% de très petites entreprises, où à chaque fois, chaque chef d'entreprise occupe lui-même le propre emploi qu'il a créé, et où, en définitive, quand on parle de ces 250 salariés, c'est au total, beaucoup plus de personnes qui sont impactées par la crise que nous traversons aujourd'hui. Et donc, à mon avis, c'est cet appel-là qui est lancé par la rue. C'est cet appel qui doit être entendu à tous les étages. Et c'est pour ça que la force, c'est ce qu'on se disait en début d'émission, la force qui est celle du GIGN et du RAID et qui doit conduire au maintien de l'ordre public, d'accord pour le maintien de l'ordre public, mais dans le même temps, quid de toutes ces souffrances-là qui ne sont pas exclusivement le fait de la crise que nous traversons aujourd'hui, mais qui sont assez souvent un symptôme d'un mal bien plus profond. D'accord, alors je crois qu'on a un appel d'un auditeur. Bonjour, enfin bonsoir. Allô, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends.
Alors, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer ce que vous voulez nous dire? Alors, je m'appelle Natacha des Abîmes. Bonsoir. Bonsoir, Natacha. Bonsoir. Allez-y, dites-nous tout. Alors, je viens de voir l'allocution du Premier ministre sur une chaîne métropolitaine. Je vous dis que il n'y aura aucun changement pour la situation de la Guadeloupe. Il nous oblige à la vaccination. Ils envoient plus de répression pour les barrages, pour la situation en Guadeloupe. Est-ce que c'est la solution? Merci. Moi, je suis soignante. Allez-y. Moi, j'ai reçu mon courrier et je peux vous dire que j'ai 3 enfants. Je ne sais pas qu'est-ce que mes enfants vont manger à partir du mois prochain. Alors, Il s'avère que mes 3 enfants sont nés en décembre. Ben, il n'y aura pas de Noël, il n'y aura pas d'anniversaire. Pourquoi? Parce que je refuse le vaccin. Je suis soignante. Je suis aussi pompier volontaire soignante. Il s'avère que je refuse le vaccin. Ben, je n'ai pas le droit d'avoir mon salaire. Est-ce normal de jouer sur le salaire des gens parce qu'ils refusent un salaire en cours d'expérimentation? Alors, je vais dire quand même à nos élus qui sont en Guadeloupe, hier matin, qui sont repartis hier après-midi pour se retrouver face à un Premier ministre, un ministre de l'Intérieur qui n'en a rien à faire de nous, un ministre de la Santé qui n'a rien à faire de nous, se retrouver dans cette situation. On est le 22 du mois. Dans quelques jours, on n'aura pas de salaire. On ne pourra pas payer les factures. On ne pourra pas payer le sport des enfants. On ne pourra pas payer la cantine des enfants. On ne pourra pas payer à manger pour nos enfants. Alors, je veux dire, je ne cautionne pas ce que fait les jeunes. Et je dirais que j'ai été présente en 2009 parce que j'ai été stagiaire en 2009. Et il s'avère qu'il n'y a pas que des jeunes qui font les braquages, qui cassent, qui brûlent. Il faut aller chercher aussi de l'autre côté. Parce qu'en métropole, quand le samedi, il y a les gilets jaunes et on entend qu'il y aura les blacks, je ne dirais pas autre chose, et qu'on voit que ce sont des policiers en civil qui foutent la merde, en Guadeloupe, qu'est-ce qu'on ne dira pas? D'accord? Alors, ce que je vais dire, c'est que je ne cautionne pas les gens qui cassent et qui pillent, mais je vais dire merci pour ce qui se passe en Guadeloupe. Et tout le monde prendra ses responsabilités, parce que je ne sais pas si je pourrais donner à manger à mes enfants. Et je ne sais pas si mes enfants auront une maman à la fin de l'année. Je vous remercie. Au revoir. Madame, allô? Allô? Elle a déjà raccroché? Bon, là, c'est compliqué, hein. Là, c'est compliqué. Donc, c'est un témoignage quand même, c'est un appel à l'aide. Là, ben, voilà, ça tombe toujours sur moi, ce genre de choses. Du coup, je ne sais pas quoi faire, mais là, c'est un témoignage qui est... Voilà, là, c'est un appel à l'aide. C'est quelqu'un qui parle de tentative, voilà. Ouais. Donc, c'est un témoignage qui est criant d'humanité, qui est criant de tout ce qu'on a entendu tout au long de la crise qui vient de s'abattre. Bon, on va voir si on peut... Je ne sais pas si... On n'a pas le numéro de la dame, Kevin. Bon, comment c'était? Nathalie, c'est ça? On a un deuxième appel, je vous fais attendre juste 2 secondes. Bon, si quelqu'un se souvient ou si quelqu'un connaît la dame qui vient de nous appeler, s'il vous plaît. Natacha, voilà, aux Abîmes, donc qui est soignante et qui a 3 enfants, s'il vous plaît.
appelez-la, enfin, allez la voir, parce que là, on peut pas laisser, moi, je peux pas laisser passer ça comme ça, surtout avec les propos de la dame. Moi, j'allais la reprendre ou bien savoir, enfin, voilà, lui poser des questions. Mais là, c'est un appel à l'aide en direct et on peut pas laisser passer comme ça sans venir en aide à cette dame. Donc, moi, j'en appelle aux gens, aux Guadeloupéens. N'hésitez pas à parler entre vous dans les commentaires. Si vous connaissez la dame, à aller l'aider, s'il vous plaît. On a un autre appel. On va prendre l'appel. Kevin, s'il te plaît. Bon, la personne a raccroché. C'est compliqué, hein, cette histoire de... Ouais. Là, ça veut dire que... Alors moi, j'avais posé la question le jour où on a fait le point pour le confinement. J'avais posé la question de savoir comment ça va se passer quand on va arriver à la période où les soignants vont être licenciés. Tout à l'heure, bon, là, franchement, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que vous avez un mot sur cette situation ? Alors un mot, c'est difficile de répondre à ce qui vient d'être exprimé par Natacha, parce que ce qu'elle a exprimé, c'est un cri du cœur, c'est-à-dire qu'on en est arrivé à cette époque, à ce stade, où les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner ont suffisamment peur du remède pour choisir d'aller jusqu'au bout d'autre chose. Et donc, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure sur des positions qui sont finalement insolubles. On ne va pas forcer quelqu'un qui ne veut pas prendre une piqûre à la prendre. Et donc, à un moment donné, il faut entendre ce qu'elle vient de dire. Ce qu'elle vient de dire, là, c'est quelque chose qui est profondément humain. Et à un moment donné, on ne peut pas rester enfermé dans une tour d'ivoire et se dire « Ah, mais de toute façon, s'ils refusent de se vacciner, ces Guadeloupéennes et ces Guadeloupéens, c'est pour des pratiques magico-religieuses, c'est parce qu'ils font du vaudou, c'est parce qu'ils n'ont rien compris, c'est parce que la jeunesse est idiote et parce que tout ce qu'on voudra. » Non, à un moment donné, il faut arrêter, il faut sortir de cette position factieuse et entendre qu'il y a un refus, et les gens ont le droit d'approuver ou de refuser. Il y a un refus, il est délibéré, il est argumenté, et donc si c'est un refus, il y a une position qui affronte une autre position. Et donc, à ce moment-là, à mon avis, il ne faut pas être ni factieux, ni totalitaire, ni être enfermé dans une tour d'ivoire. Il faut, encore une fois, ouvrir le dialogue, écouter. Ce que les gens disent n'est pas bête, ce que les gens disent n'est pas idiot, ce que les gens disent n'est pas irresponsable. Ce qu'ils disent, c'est l'expression de leur position sur une situation, l'expression d'une souffrance sur une situation donnée. Et donc, il faut entendre. Une fois qu'on a entendu, on trouve progressivement des réponses, et des réponses humaines et appropriées à chaque profil type. Là, on est dans une approche... Je suis obligée de vous couper pour ne pas perdre l'auditeur. Bonsoir, est-ce que vous nous entendez ? Allô ? Allô ? Allô ? Bonsoir. Bonsoir. Allô ? Bonsoir, monsieur, vous nous entendez bien, c'est bon ? Je vous entends pas. Là, c'est mieux ? Là, c'est mieux, oui. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous expliquer ? Je m'appelle Jacques, je suis de France. J'habite à Louvre, à Paris. Quand j'entends des choses comme ça, parce que maintenant, je vous dis même mon âge, j'ai 76 ans. Il y a eu des gravités comme ça en France aussi, hein. Encore pire que ce que la dame dit à présent. Des fois, on avait... parce qu'on parle que rester sans manger, c'est rien. On a de l'eau, mais vous, ce qui est pur pour vous, c'est que vous n'avez pas de l'eau. Ils n'ont pas encore trouvé un système, d'après eux, qu'il faut de l'eau quand même pour les gens puissent au moins boire de l'eau. Ils vont boire de l'eau. S'il faut boire de l'eau toute la journée, ils vivent de l'eau toute la journée. Ça me fait tellement... Je suis toujours... C'est même pas ce qu'il faut dire. Et je vais vous dire une autre chose pour aller plus vite. C'est que moi aussi, on a fait grève. On est resté 2 mois sans rien, fallait faire grève pour avoir des choses, pour avoir certaines possibilités. À la fin, on est arrivé quand même, mais arrivé sans arriver parce que
Qu'est-ce qui s'était obligé? Parce que quand vous restez 2 mois vous savez que les 2 mois qui vont passer, on n'aura pas le droit d'avoir d'argent, ça vous fait mal. Alors finalement, ils ont dit, bon, ben vous voulez pas partir. Le patron a dit, vous voulez pas partir, vous voulez pas laisser le truc. Parce que ça s'est fait dans l'établissement. Hein. Personne ne rentrait, on empêchait les gens d'entrer. Ils ne pouvaient pas entrer travailler. Et quand le patron a constaté que ça allait très mal, vous savez ce qu'ils ont fait, nous envoyer, comme ils ont fait ici, ils ont envoyé la gendarmerie, ils ont envoyé la police. Ils étaient chargés avec leurs armes. En France, hein, ça s'est passé. Oui. Et ben on était obligé de tout laisser. Et finalement, quand même, à la fin, le patron nous appelle et nous dit, malgré cela, le patron nous appelle quand même et nous dit, malgré cela, regardez, ce qu'on va faire, on va vous aider. L'aide qu'on va vous donner, c'est-à-dire que bon, ben, la paye, les 2 mois que vous êtes restés sans travailler, on ne va pas vous prendre votre paye. On va vous départager et tous les mois, on va vous prendre quelque chose. Et que quand ce sera terminé, eh bien voilà, on va vous... voilà, ce sera terminé, c'est tout. Et voilà, et ça s'est passé comme ça. Alors quand je vois la dame, qu'elle dit que parce qu'elle n'a pas voulu se faire vacciner, qu'on leur fait des choses comme ça, mais c'est horrible. Mais par contre, la chose que je voulais demander, pourquoi au départ, ils n'ont pas pu demander à... Comment ça s'appelle? Parce que eux, ils croient que le vaccin, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas valable. Parce que moi, j'ai été vacciné, hein. J'ai pris les 2 vaccins. Et que... Parce qu'on a le droit de dire, quand même, c'est notre corps. On a le droit de dire, bon ben non, moi je ne me vaccine pas, mais donnez-nous quelque chose qui nous prouve que ce vaccin est valable. Et là, pour exemple, bon, mais s'il faut se vacciner, on va se vacciner. En plus, je veux vous dire quelque chose. Moi, ce que je crois, ce que ces gens-là devaient faire au départ, à un certain moment, c'est demander une expertise de ce vaccin, pour savoir exactement si ce vaccin, puisqu'il y a beaucoup de gens chez vous quand même, parce que je vois la capacité que vous avez, messieurs et dames. À mon temps, quand j'avais 16 ans, j'avais pas des gens comme vous en Guadeloupe. Il y avait des gens qui avaient des possibilités, mais pas comme maintenant. Maintenant, il y a une fierté qui se passe en Guadeloupe, mais c'est incroyable. Et quand on fait des choses comme ça, mais non, c'est pas possible. Alors moi, ce que je veux dire, au départ, il fallait faire comme ça. Il fallait demander expertise pour cette histoire de vaccin. Si on croit que ce vaccin n'est pas valable, les infirmières, ceux qui font partie des laboratoires qui font tout, devaient demander une possibilité de faire comment ça s'appelle, un truc de ce vaccin. Et voilà. Et c'est ça que j'avais à dire. Parce que c'est inadmissible de voir ça. Et si on pouvait trouver en plus, pour terminer, des gens qui peuvent envoyer quelque chose, même, je ne sais pas, même 100 €, même parce qu'il faut envoyer de l'argent, parce que là, c'est pas 1 € qui va nous donner quelque chose qui peut essayer de délivrer. Même cette dame qui vient d'appeler, c'est touchant. Les 3 enfants, parce que si on savait qu'est-ce que ça fera d'avoir des enfants, les gens, ils pourraient dire quelque chose et de ne pas faire, et qui essaient d'essayer quand même d'arrêter tout ce qu'ils font là. C'est pas tellement bon non plus. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Je vous souhaite bonne soirée et merci Canal 10. Merci beaucoup, monsieur, pour votre témoignage. Franchement, moi, je suis toujours bouleversée par le témoignage de la dame. Alors, bon, de mon côté, je vais essayer pour la semaine prochaine d'avoir le département qui s'occupe de tout ce qui est social pour voir ce qu'on peut mettre en place au niveau de l'économie solidaire, peut-être pour aider la dame. J'ai une question pour vous. Je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, parce que vous êtes en plus docteur en droit. On a entendu le gouvernement dire, parce que le cas de la dame, il y en a plein sur le territoire hexagonal. Il y a plein de gens qui ont dit qu'ils démissionnaient parce qu'ils ne voulaient pas être vaccinés. Est-ce que vous savez si les gens qui vont démissionner ou qui démissionnent ou bien s'ils partent, est-ce que les gens peuvent partir et toucher les ACDIC ou bien toucher des aides? Est-ce que le gouvernement a quand même mis quelque chose comme ça en place ou pas? On ne peut pas prendre d'autres appels parce qu'on va partir du côté de la région tout à l'heure, tout de suite.
Alors, plusieurs choses. Il faudrait que je vérifie. J'ai pas les textes en tête de la fonction publique de ce point de vue-là. J'imagine que de ce point de vue, comme en matière privée, quand on fait le choix de démissionner, en tout cas en droit privé, quand un salarié fait le choix de démissionner, évidemment, il n'a pas les mêmes droits que s'il se fait licencier avec certains motifs. De l'autre côté, ce que je voulais dire en écoutant le monsieur parler, et puis la dame aussi, et je regardais mon téléphone parce que pendant que je vous parlais d'un propos, je vois une notification qui apparaît, les motifs du refus de la vaccination. Et j'ai ouvert, et c'est un camarade qui est en train de nous regarder, que je salue d'ailleurs, qui s'appelle Dimitri, et qui avait lu cet article d'une sociologue française sur les différents motifs qui ne sauraient se résoudre uniquement à l'expérience du chlordécone, parce que, évidemment, ayant connu le discours qui consistait à dire que le chlordécone était inoffensif pendant des années, et l'ayant subi ce discours-là quelques années plus tard, quand on a découvert qu'il n'était pas tout à fait vrai, eh bien, on a tendance à transposer de manière impérative sur ce qui se passe aujourd'hui avec le phénomène vaccinal. Alors que toute la France est vaccinée. Alors que le monde se vaccine. Pays, voilà, et surtout que quand on regarde la cartographie de la vaccination, indépendants à côté de nous, ce sont les pays du Nord qui sont majoritairement vaccinés, les pays du Sud, les pays les plus riches et les pays du Sud qui sont pas suffisamment vaccinés. Et du coup, ce qui explique cet article de cette sociologue, je crois qu'il s'appelle Madame Mulot, c'est précisément qu'il y a d'autres ressorts qui expliquent aujourd'hui cette inquiétude face à la vaccination, et notamment cette espèce de défiance ou de sentiment j'ai presque envie de dire anti-système, qui aboutirait à ce qu'on puisse refuser toute forme de parole d'autorité sur quelque sujet qu'il soit, et donc qu'on refuse la vaccination parce que c'est une vaccination qui viendrait d'en haut pour s'appliquer aux citoyens, au sujet du pouvoir. Et donc là-dessus, j'ai envie d'avoir un regard qui interpelle tout un chacun. Si on fait le choix de refuser de se vacciner, il faut que ça soit un choix qui soit argumenté au regard de sa santé, qui soit un choix qui soit libre, et qui finalement le motif c'est même pas ce qui est important, mais en tout cas qui soit un choix totalement éclairé, et pas un choix qui soit subi par un système dans lequel on s'inscrirait par défaut. Et c'est important qu'on le dise, ou bien par réaction à une parole d'État, et c'est un peu le sens de la tribune qui avait été faite par l'Ukrainette, en mon âme et conscience, là où il avait pris position favorablement à la vaccination, et où il avait dit que lui, en son âme et conscience, c'est un leader guadeloupéen de la cause de l'émancipation et de la lutte contre le pouvoir colonial, et finalement il a, en son âme et conscience, fait le choix de la vaccination parce qu'il a bien fait le départ entre ce qui était l'enjeu de santé publique d'un côté et ce qui était l'autorité de l'État de l'autre côté. D'accord, merci beaucoup pour ces explications. On espère que ça va peut-être faire bouger les choses, on ne sait pas. On va partir du côté de la région pour avoir un point sur ce qu'on peut faire pour nos économies. C'est vrai que là, on parle aussi, puisqu'on a des témoignages de travailleurs, comme la dame qui nous a appelé pour nous expliquer, ou bien le monsieur, l'auditeur qui nous appelle du territoire hexagonal, pour nous dire qu'en France aussi, ils poussent, puisque c'est la politique vaccinale du gouvernement. Donc à partir du moment où nous sommes français, c'est la même politique vaccinale qui va s'appliquer. Et comme je disais tout à l'heure, même les non-français se voient dans l'obligation d'appliquer cette même politique vaccinale. Donc moi, j'ai regardé un petit peu ce qui se passe au niveau puisque j'ai eu l'occasion de faire le suivi avec les médecins. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui se passe au niveau des territoires sur la Caraïbe. Et comme je disais au début d'émission, il y a des territoires où ils obligent, les gouvernements demandent à leur personnel, leurs fonctionnaires, de se faire vacciner. Donc ça, c'est vrai que c'est compliqué, mais ce n'est pas une situation qui concerne seulement notre territoire. Est-ce que vous pensez que si on avait eu, un autre statut, ça aurait été différent ou pas ? Alors, tout dépend de ce qu'on met dans ce statut.
comme pour tout, on peut avoir vous savez, il y a 13 territoires d'outre-mer, dont 11 habités, et sur les 11 territoires habités, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. La Guadeloupe ressemble le plus à la Réunion, institutionnellement, parce que la Réunion se trouve avoir une région et un département, sauf que vous avez un alinéa 5 à l'article 73 de la Constitution qui fait différer la Réunion de la Guadeloupe. C'est le fameux amendement Virapoulet, c'est l'alinéa Virapoulet, où le sénateur à l'époque de la Réunion s'était opposé avec énergie à la capacité pour les collectivités locales de demander une habilitation en matière législative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lors de la réforme de 2003 de la Constitution, et singulièrement de cet article 73, il y a eu un pouvoir supplémentaire qui a été donné aux collectivités d'outre-mer d'intervenir dans le domaine de la loi au terme d'un long processus qui n'est pas contrôlé à ce stade. Alors, c'est pas pour entrer dans la technique, c'est pas pour entrer trop dans la technique, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous prenez la Guadeloupe... Rapidement, parce qu'on a la région. Eh ben, peut-être prenons la région et puis je reviendrai après sur ce sujet. Alors, bonsoir, est-ce que vous nous entendez bien? Je vous entends, mais je vous entends un peu avec un écho et puis pas très fortement. Pas très fortement, donc on va essayer peut-être de voir ça avec Kevin. Merci beaucoup, Kevin. Alors, Madame Marie-Luce Ponchard, bonsoir, merci de votre intervention ce soir. Vous êtes vice-présidente à la région Guadeloupe et nous vous avons contacté parce que vous êtes à la commission économie, recherche et développement de notre département. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'émission parce que c'est vrai, déjà merci de votre intervention parce que c'est compliqué, je sais qu'il y a des réunions, il y a beaucoup de choses qui se font actuellement et vous êtes au four et au moulin, donc déjà merci de votre intervention. Je ne sais pas si vous avez suivi l'émission, est-ce que vous avez entendu l'appel d'une infirmière qui vient de nous appeler tout à l'heure, qui est dans le médical et qui est désespérée de la réponse du gouvernement. Elle a vu au niveau national que le gouvernement ne flanchera pas, ce qui était quand même prévisible puisqu'ils avaient déjà annoncé ce matin. Emmanuel Macron avait déjà dit qu'on ne peut pas utiliser la santé des Français et des Françaises pour mener des combats politiques. Est-ce que vous avez un mot déjà pour le personnel médical? Parce que visiblement, c'est très difficile pour la dame. Moi, je n'ai pas suivi votre émission parce qu'effectivement, j'étais avec d'autres médias qui m'ont interrogé notamment par rapport aux responsabilités qui ont été les miennes lorsque j'étais ministre de l'Outre-mer. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, effectivement, je retiens qu'une seule chose du Premier ministre parce que je suis quelqu'un, je considère qu'il faut qu'on puisse aller de l'avant, il faut qu'on puisse sortir de ce conflit. La Guadeloupe souffre, tous les Guadeloupéens sont inquiets. Et moi, j'ai entendu le Premier ministre dire qu'il fallait absolument renouer le dialogue. Je sais que les parlementaires ont rencontré le Premier ministre. Je sais que des propositions ont été faites à ce niveau-là en ce qui concerne l'application de l'obligation vaccinale. J'ose espérer que ce dialogue qui sera établi nous permettra d'aboutir, d'avancer. On ne peut pas laisser un territoire comme la Guadeloupe bloqué avec des barrages qui ne permettent pas, si vous voulez, d'avoir un minimum d'activité. Ce pays va mourir. Donc, j'en appelle vraiment à la responsabilité des uns et des autres. J'ai bien conscience, parce que j'ai été aussi dans les négociations en 2009, que c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement douloureux pour beaucoup de familles qui, avec cette crise sanitaire, se disent qu'il n'y a aucun espoir. Que vont devenir leurs enfants. On peut comprendre tout cela, mais de grâce, nous sommes tous Guadeloupéens. Il faut qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions pour s'en sortir. On ne peut pas laisser la Guadeloupe s'enfoncer comme on le voit aujourd'hui. Alors, Madame Ponchard, au niveau de l'économie, parce qu'au niveau de la région, vous avez besoin que les entreprises fonctionnent. Or, ces entreprises n'ont pas fonctionné correctement pendant ces 2 dernières années. Surtout que je rappelle qu'avant la crise économique, il y a eu des mouvements de grève pour la retraite. Nous, on avait déjà commencé à rencontrer des entrepreneurs qui souffraient déjà, puisque antérieurement, il y a eu la crise des Gilets jaunes qui, certes, s'est déroulée en France, mais nos entreprises, par ricochet, ont subi plusieurs mois après, les difficultés de cette grève Gilets jaunes qui s'est pourtant passée à 8000 km. Donc pour nos entrepreneurs, moi, ça fait
environ 3 ans que nos entreprises nous disent qu'elles souffrent et que ça commence à devenir difficile. Est-ce que vous allez ou est-ce que vous avez l'intention de mettre des choses en place pour essayer de relancer, de mettre un petit peu un appel d'air économique? Comment ça va se passer pour nous, s'il vous plaît? Je voudrais d'abord rappeler que la région a fait le maximum. On peut toujours encore aller plus loin. Je sais que c'est extrêmement difficile pour notre tissu économique, surtout les très petites entreprises. Mais il faut savoir que la région a été mobilisée sur le Fonds national de solidarité, puisque nous sommes intervenus sur le volet numéro 2, et il y a eu plus de 1200 entreprises qui ont été aidées. On a mis en place, en plus du dispositif national, les fameux 1 500 €, la région a mis en place un fonds régional d'urgence pour les très petites entreprises. Il y a eu plus de 600 entreprises qui ont pu bénéficier avec, comment dirais-je, la BPI. Nous avons mis en place des prêts garantis, les fameux prêts rebonds, et on a demandé le report au niveau du remboursement de ces prêts. Actuellement, nous avons aussi aidé différents secteurs d'activité. Je pense à la pêche, je pense à l'agriculture, aux restaurateurs, dans le domaine de l'événementiel. Récemment, il y a eu un rapport à la commission permanente et nous venions de créer le fonds de résilience qui permet effectivement, en fonction du chiffre d'affaires, que des entreprises, pour qu'elles puissent redémarrer, puissent avoir les moyens de reconstituer leur trésorerie, et ça varie d'une aide qui est une subvention entre 10 000 et 50 000 €. Donc tout ça, nous étions en train de le faire, mais nous avons aussi pris conscience pendant cette période qu'au-delà des aides, on se rend compte qu'il y a des dispositifs importants, puisque vous savez, dans le cadre du plan de relance, au niveau des fonds européens, le REACT-EU, on peut mobiliser près de 10 millions en direction des entreprises. Oui. Mais il ne suffit pas d'avoir les crédits, il faut se donner les moyens d'accompagner les très petites entreprises pour qu'elles puissent mobiliser ces crédits. Et nous étions en train de réfléchir à un pass expert de manière à permettre que les entreprises qui souhaitent accompagner pour monter leur dossier, pour obtenir ces aides, puissent avoir une subvention qui paierait ces frais d'accompagnement, ces frais d'audit ou ces frais des experts comptables. Et à ce titre, nous avons rencontré l'ordre, comme nous avons rencontré les commissaires aux comptes. Donc nous étions dans cette démarche. Donc je peux comprendre, j'entends effectivement les difficultés des très petites entreprises, mais il faut savoir que la crise sanitaire a un impact au-delà de l'économie. Il y a des répercussions qui viennent encore s'ajouter à nos périodes de confinement, puisque vous savez, à cause de cette crise sanitaire, on voit une flambée des prix, on voit flamber le prix des carburants, on voit une raréfaction de certains matériaux qui font que ça modifie complètement l'équilibre financier de certaines opérations. Tout ça est extrêmement complexe. On peut effectivement comprendre l'inquiétude du monde économique, mais je le dis, je le répète, la région a toujours montré sa volonté et été présente et a accompagné les différents secteurs d'activité de l'économie guadeloupéenne. D'accord, Madame Panchard, pendant que je vous tiens, j'en profite pour vous poser une question très importante. Alors, je sais que c'est un sujet qui fâche. Bon, on n'est pas sans savoir maintenant que je ne suis pas forcément, j'aborde vraiment tous les sujets. Je suis désolée de vous poser la question. Les communes sont très endettées. Nos entreprises ont besoin que les communes payent leurs factures. Ça contribue. Donc, au-delà de la crise sanitaire, bien évidemment, puisque ce sont des factures qui sont en souffrance depuis plusieurs années, et ça contribue, ça rajoute des couches supplémentaires sur les problèmes qu'ont nos sociétés, puisqu'en réalité, l'économie, le tissu est fragile, puisque l'argent qui devrait être injecté dans notre économie ne l'est pas. Vous parliez des fonds européens, on sait qu'il y a aussi des problèmes. Je suis en train de travailler sur une émission, justement, sur les fonds européens pour voir comment bien les fléchir, les rediriger, et comment les entreprises peuvent vraiment savoir à quoi elles ont droit et où faire la démarche, si c'est CCI, quelle chambre consulaire. Est-ce que sur ce point, Madame Panchard, au niveau de la région, vous travaillez, on sait que le préfet, on a vu qu'il y a des choses qui ont été mises en place. Il y a déjà 2 contrats, je crois, qui ont été signés avec 2 communes, dont Pointe-à-Pitre. Est-ce que vous, de votre côté, vous travaillez avec les mairies de manière à ce qu'elles puissent payer les entrepreneurs? Ça résoudrait quand même une partie, même si ce n'est pas tout, mais une partie des problèmes de nos sociétés actuellement, s'il vous plaît.
un grand principe, vous savez qu'il ne peut pas y avoir tutelle d'une collectivité sur l'autre. Donc, dans ce domaine, la région ne peut pas venir en paiement des factures des communes. Oui. Par rapport à un fournisseur. En revanche, ce que la région a décidé de faire et qui est très important pour soutenir l'économie par la commande publique, la région se substitue par rapport aux communes, puisqu'elle accepte aujourd'hui de réaliser pour le compte des communes des ouvrages qui normalement devraient être faits par les communes. Je pense notamment à la construction des écoles, des travaux de mise aux normes parasismiques. C'est la région qui le fait pour le compte des communes. Oui, elle le fait au niveau des écoles, comme elle le fait au niveau des routes communales et dans bien des domaines, au niveau de l'éclairage public. Et ça permet effectivement, puisque les communes n'ont pas cette solvabilité, que nous puissions mobiliser les fonds européens de manière à réaliser ces travaux et ne pas prendre du retard et soutenir ainsi tout le secteur des BTP. Donc la région a pris conscience de ça. C'est bien pour cela que je dis que nous essayons de faire au maximum. Mais je veux revenir au niveau des très petites entreprises. Nous sommes en train de balayer l'ensemble des dispositifs parce qu'ils sont nombreux et nous voulons faire un effort aussi au niveau de la simplification. Nous avions normalement une réunion qui est prévue et j'espère que nous pourrons la tenir, qui consiste à balayer toutes les aides, en particulier la RIS et l'ARDA, des dispositifs qui sont bien connus des chefs d'entreprise, de manière à encore simplifier pour qu'elles puissent rapidement mobiliser, de manière à relancer leur activité au travers de certains nombres d'agencements, de travaux qu'elles pourraient faire pour attirer de nouvelles et être beaucoup plus attractives dans le domaine qui est le leur. D'accord, merci beaucoup pour cette intervention. Et dernière question, je ne peux pas ne pas vous la poser. Bien évidemment, vous nous avez dit que la presse nationale vous a posé des questions sur votre période où vous étiez ministre. Est-ce qu'on peut savoir de quoi ils vous ont parlé? Parce que de toute façon, ça va sortir. Et pourquoi? C'est au niveau de l'économie? Il y a des choses peut-être qu'ils trouvent qui n'ont pas été faites? Comment ça s'est passé? Non, les questions qui m'ont été posées, c'est entre les similitudes qui peuvent être faites avec le conflit de 2009. Vous imaginez, puisque j'étais en responsabilité en 2009, et les événements d'aujourd'hui. Et j'ai bien évidemment indiqué que les problèmes sont peut-être les mêmes, mais ils ne s'expriment pas de la même manière, et que je ne suis pas convaincue que le conflit que nous avons eu en 2009, nous puissions rejouer la même partition. Il y a des choses à régler. On voit bien que le problème de la jeunesse reste un problème qui doit devenir prioritaire pour l'ensemble des élus qui sont aujourd'hui en responsabilité, parce qu'il faut pouvoir donner de l'espoir, il faut pouvoir peut-être être encore beaucoup plus fort, performant sur les questions de formation professionnelle, de débouchés. Il y a un plan jeunesse. Il faut effectivement que pour un jeune, il y ait une solution, que ce plan imaginé, nous puissions mieux le mettre en place. Voilà des sujets qui sont des sujets importants, même si la question du pouvoir d'achat va revenir, puisque, comme je le disais, on va augmenter le prix de la bouteille de gaz comme celui de l'essence, mais nous ne sommes pas sur une revendication comme ça a été le cas en 2009, où il y avait une volonté d'avoir 200 € en plus pour augmenter les salaires. Donc c'est différent et je pense qu'il ne faut pas aborder les choses de la même manière. Il faut entendre cette difficulté qui s'exprime et par une partie de la jeunesse, et il ne faut pas vouloir mettre toute la jeunesse dans le même sac. Il y a vraiment des sujets sur lesquels nous devons travailler, et bien évidemment, je le dis et je répète, la violence ne réglera rien, elle ne fera que nous faire perdre ce que nous avons pu construire ces 10 dernières années. On doit trouver d'autres voies et moyens, mais de grâce, je dis vraiment, il faut faire très attention. Cette violence, elle n'apporte rien de bon à la Guadeloupe. Et tous ceux qui aujourd'hui ont tendance à considérer que ça peut être une solution, ils se trompent lourdement et ils auront à rendre compte à la population guadeloupéenne un jour. D'accord, merci beaucoup de votre
intervention et nous vous contacterons en cas de besoin pour d'autres précisions. De toute façon, sur ce côté, je l'ai déjà dit et je le répète encore, à chaque fois, quand même, tout le temps, quand on appelle la région, ils interviennent. Donc, sur ce point, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez un mot sur ce qui a été dit ? Déjà, saluer Madame Marie-Luce Panchard. Et effectivement, j'ai entendu avec plaisir un certain nombre de choses qu'elle a évoquées, et notamment ce mécanisme de substitution que la région met en place. Très important, et c'est vrai que la région prend beaucoup de choses qui ne sont même pas de sa responsabilité. Qui ne sont pas de sa responsabilité, absolument. À côté, alors je reviendrai dans un instant, puisque je l'ai noté, sur la question des délais de paiement que vous avez évoqué, Sabine. Ça, c'est un gros sujet. Exactement. Et aussi pour évoquer juste à côté, elle a parlé de ce dispositif mis en place par la région pour venir en aide aux entreprises qui ont été impactées par la crise sanitaire. Et dire que ce dispositif qui avait été mis en place était particulièrement performant dans la mesure où, contrairement à des dispositifs d'État, il n'allait pas chercher dans le détail de la situation sociale et fiscale, voilà, exactement, des entreprises pour leur venir en aide parce qu'elles éprouvaient véritablement une perte d'exploitation. Et donc, à partir du moment où vous étiez en perte d'exploitation, vous étiez indemnisé sur la base de ce dispositif-là. À côté, il y a ce sur quoi vous l'avez interpellé, qui est un problème qui est lancinant dans notre pays. C'est-à-dire que, par principe, on a une sphère communale qui est exsangue et qui est incapable de régler les factures des chefs d'entreprise qui travaillent pour ces collectivités-là. Alors, on peut trouver tout un tas de prétextes et tout un tas d'explications, sauf que la réalité, c'est que bien souvent, sont impactés directement par ces situations-là, de la grande entreprise, certes, mais aussi et parfois surtout des petites entreprises guadeloupéennes qui font vivre, tout comme celles qui ont été impactées par la situation dans laquelle nous sommes, 1, 2, 3, 4 Guadeloupéens. Et donc, ça veut dire que derrière, quand vous avez ces entreprises qui émettent des factures et que ces factures-là ne sont jamais recouvrées, aujourd'hui, vous avez des rapports de la Chambre régionale des comptes et des rapports de l'Inspection générale des finances qui vous disent qu'on a des factures qui datent d'il y a plus de 10 ans qui n'ont pas encore été payées. À mon cabinet, je reçois des clients, parfois les factures sont encore en francs et n'ont pas encore été payées par certaines collectivités. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouve dans un système où les entreprises jouent la banque des collectivités territoriales. Et donc nécessairement, ça met les chefs d'entreprise très en colère. Face à cela, nous, on leur dit aux chefs d'entreprise qu'on accepte de jouer le rôle du méchant flic. C'est-à-dire que nous, on va faire les demandes indemnitaires préalables pour les chefs d'entreprise à hauteur de ce qu'ils ne sont pas payés, du montant des factures non payées. Et puis derrière, une fois qu'on a fait cette demande indemnitaire préalable, que cette demande indemnitaire n'a pas été réglée par la collectivité, eh bien, on saisit le tribunal administratif et on demande à ce que le tribunal administratif puisse procéder à ce qu'on appelle un mandatement d'office. Et ce mandatement d'office, il s'agit pour nous d'aller chercher sur la dotation directement de la collectivité le règlement du chef d'entreprise qui n'est pas payé. Et quand la collectivité ne va pas au bout de cette logique-là, eh bien on saisit le préfet pour qu'il puisse aller chercher directement, un peu comme un huissier, sur les comptes de la collectivité, les sommes qui sont dues aux chefs d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose évidemment que les chefs d'entreprise n'osent pas faire. Parce que... Comment ça fonctionne? Absolument. Parce déjà, il va falloir y aller là. Tout à fait. Déjà, comment ça fonctionne? Et puis il y a une réalité aussi, on vit dans un petit pays. Et quand on parle de petites entreprises, souvent, il y a une relation presque humaine entre le chef d'édilité et le chef d'entreprise. Et donc, nécessairement, on n'a pas envie de faire ça parce que c'est un tel, parce que c'est Missy un tel, parce qu'on connaît, parce qu'il connaît les parents, etc. Et donc, finalement, on se contente de, tout simplement, d'accuser des chocs de trésorerie, d'accuser des difficultés financières, de licencier. Je connais moi-même la situation. Exactement. Et donc, à terme de licencier, de mettre la clé sous la porte quand l'entreprise n'est pas payée. Et il y a de nombreuses entreprises guadeloupéennes qui sont dans cette situation-là. Eh bien, c'est pour ça que je vous dis que nous, avocats, on accepte de jouer le rôle du méchant flic. Parce qu'on n'est pas dans l'affect, on est dans le droit. Et donc, il y a des dispositions juridiques qui fixent les délais de paiement des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de l'État. Et si ces délais de paiement, 30 ou 45 jours, ne sont pas respectés, eh bien, il faut qu'on puisse avoir les moyens d'aller chercher ces sommes-là là où elles se trouvent. Et il en va, et c'est pour ça que je dis que, bon, j'ai employé à dessein le terme de méchant flic, mais il en va de la santé économique du pays. Oui, en plus, ce sont nos collectivités locales. Exactement. Donc, que ce soit les mairies, que ce soit les je sais pas. Alors,
la région, puisque j'avais posé la question l'année dernière, a visiblement, du coup, moi, c'est ce qu'on m'a donné comme élément. Bon, payer toutes ces factures qui étaient en souffrance. Donc ça fait un moment qu'ils ont communiqué dessus. Donc normalement, pour la région, ça devrait être réglé. Mais il reste encore les mairies. Et de toute façon, pour la région, j'ai même appelé pour vérifier, pour leur demander de nous en reparler. Et au niveau des mairies, par contre, c'est vrai que c'est... Parce que les mairies utilisent beaucoup les associations, ou bien quand il y a des fêtes de communes, et c'est compliqué pour les entreprises. Absolument. Et d'ailleurs, juste peut-être pour finir avec ce sujet, ça fait des années qu'on discute d'un dispositif plus performant qui devrait passer par la loi de substitution soit d'un organisme tel que la Banque publique d'investissement, soit d'un autre organisme, pour que lorsque les collectivités territoriales ne parviennent pas à honorer les dettes qui sont les leurs, et bien qu'on puisse avoir, que les entreprises puissent en tout cas avoir un interlocuteur pertinent pour voir leurs factures payées, quitte à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une cession de créance à l'égard de ce financeur. Voilà. Et ça, c'est un dispositif à l'époque où je travaillais à l'Assemblée nationale, on en avait déjà parlé. La ministre Annick Girardin s'était engagée à le faire. On avait travaillé sur ce dossier là à l'époque avec le député Olivier Servat, et c'est vrai que pour l'heure c'est pas un dispositif qui a encore vu le jour, parce que il y a un certain nombre d'obstacles juridiques, notamment à caractère constitutionnel, qui s'opposent à ce qu'il puisse être réalisé. Voilà. D'accord, merci. Alors on a un appel et ça va être le dernier. De toutes les façons, après on va faire vraiment un point. Bonsoir. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, et nous expliquer pourquoi vous nous appelez ce soir? Expliquez-nous tout ça. Oui, alors, je suis Dominique Virasamy. Je suis président du SNEG, Sauver notre entreprise guadeloupéenne. Et donc, je salue Maître Lapin, mon ami. Salut. Et je salue Madame Panchard qui vient de passer sur l'antenne. Et donc, je voulais, dans un premier temps, rapidement, saluer tous les efforts qui ont été faits par la collectivité régionale pour accompagner les chefs d'entreprise depuis des années, et les chefs d'entreprise qui payent un lourd tribut. Je n'ai cessé, parce que dans tout ce qui a été présenté, je n'ai cessé de demander à la collectivité régionale de faire une expertise sur la situation des dettes sociales et fiscales, et notamment et précisément sur le coefficient de la cotisation sociale des entreprises liées au TPE. Aujourd'hui, il y a des propositions d'aide qui sont faites. Malheureusement, 80% des TPE ne sont pas éligibles parce que ces TPE sont inscrites au fichier des endettés sociaux et fiscaux. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec toute la bonne volonté du président Chalus, puisque j'ai moi-même participé au plan de relance, même s'il vient avec cette intention de mettre en place quelque chose de bien, il n'y a que les entreprises qui sont à jour de cotisation qui pourront en bénéficier. Aujourd'hui, il est plus qu'important de déposer sous la table du gouvernement ce que les parlementaires ont déjà fait. Parce que les 7 parlementaires connaissent très bien mon combat contre le RSI, le dysfonctionnement du RSI, et tant qu'on ne résoudra pas la problématique du logiciel SNV2 qui continue à polluer et à détruire les entreprises, toutes les propositions qui seront faites vont tomber en désuétude parce que l'entreprise n'est pas éligible. Et donc, je le redis encore, il faut faire une expertise et déposer ce qu'il faut sur la table du gouvernement pour faire payer le gouvernement, parce que le gouvernement a laissé le régime social des indépendants utiliser un logiciel qui était vérolé, qui était infecté, et ce logiciel a produit des créances qui sont erronées et insincères, et c'est à cause de ça, et je dis bien, parce que les Guadeloupéens ne sont pas volontairement des non-payeurs, c'est la situation qui a fait que les sommes étaient exorbitantes, qui le Guadeloupe était boire et manger plutôt que de payer la dette sociale. Or, aujourd'hui, il se présente un cas de figure où la Guadeloupe est dans une situation compliquée au niveau des financements. Il est indispensable aujourd'hui que le président de région fasse un focus sur la dette sociale et fiscale, notamment le RSI.
qui va aussi... Très rapidement, parce qu'on a l'intervention du ministre. J'en termine. Et donc cela n'est pas très dur sur les retraites, puisque aujourd'hui, la moyenne des retraités des affiliés du RSI, c'est environ de 125 € par mois. D'accord, voilà. Merci pour cette information. Ce qu'on va faire, vous allez nous rappeler la semaine prochaine, comme ça on pourra avoir cette conversation. Moi, je pars en courant. On a l'intervention du ministre, donc je les laisse avec Yves-Lise Boisset qui va lui poser vraiment toutes les questions les plus importantes. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Vous me donnez le go. Mesdames et messieurs, la situation que connaît la Guadeloupe depuis quelques jours est d'une particulière gravité. C'est une petite minorité violente qui dévalise les magasins, qui barre les routes, qui rançonne les automobilistes, qui empêche des personnes malades d'accéder à des soins parfois vitaux et qui va même jusqu'à tirer sur les forces de l'ordre. Je condamne avec la plus extrême fermeté ces violences. Les auteurs sont et continueront d'être arrêtés et jugés. Je veux dire aussi toute ma solidarité à nos concitoyens de Guadeloupe qui en sont les premières victimes. Je le dis clairement, rien ne peut justifier de tels actes qui se servent de la crise sanitaire comme d'un prétexte. Il ne s'agit pas seulement d'exprimer une opposition à l'obligation vaccinale des soignants et aux mesures de suspension que nous avons prises pour les 1400 professionnels qui se sont soustraits à ce jour à cette mesure sanitaire. Il s'agit surtout désormais d'agresser et de piller. J'ai donné toutes les instructions pour que l'ordre républicain soit rétabli et j'ai envoyé sur place des forces supplémentaires. J'en appelle désormais au calme et à la responsabilité. La République doit protéger la population et notamment ceux qui œuvrent pour soigner et secourir. C'est pour cela que la loi a prévu une obligation de vaccination pour les soignants et pour les sapeurs-pompiers et pour eux seulement, car il s'agit là de personnes qui sont tout particulièrement exposées aux risques engendrés par la Covid et qui travaillent au quotidien au contact de personnes fragiles ou vulnérables. Il n'est donc pas question, en Guadeloupe ou ailleurs, de revenir sur cette obligation. J'ai bien conscience que cela n'est pas simple sur ce territoire, que des craintes existent et qu'il nous faut faire preuve de pédagogie. Mais grâce au travail des équipes locales, plus de 85% des soignants sont aujourd'hui vaccinés, montrant une véritable adhésion dans les rangs de l'hôpital. C'est d'autant plus indispensable que, vous le savez, la Covid a frappé la Guadeloupe très durement au cours de cet été, ce qui nous a conduit à envoyer plus de 1300 soignants de métropole pour permettre la prise en charge hospitalière de tous les malades. Nous devons nous montrer collectivement solidaires et responsables. Le gouvernement assumera son devoir de protection et oui, la protection passe par la vaccination, tout particulièrement contre les formes graves de la maladie. Il n'y a pas d'autre voie possible. Je viens de rencontrer avec les ministres des Outre-mer, de l'Intérieur et de la Santé, les parlementaires et les élus de Guadeloupe. Nous avons écouté et dialogué. Je veux les remercier pour avoir exprimé ce qu'ils ressentent des inquiétudes de la population locale et pour avoir condamné sans ambiguïté les violences qui ne résoudront rien. La priorité, nous en sommes convenus, doit donc être au retour au calme. Mais l'exigence de fermeté doit aussi s'accompagner d'un dialogue nécessaire pour entendre et comprendre nos concitoyens qui s'interrogent de bonne foi. C'est pourquoi j'ai décidé de créer d'abord les conditions pour répondre aux craintes des derniers professionnels soumis à l'obligation vaccinale et qui n'y ont pas encore satisfait. Ils ont des craintes auxquelles nous devons répondre, notamment sur certains des vaccins disponibles.
C'est ce travail de pédagogie que la communauté médicale de Guadeloupe a engagé depuis plusieurs semaines et que nous devons poursuivre et intensifier dans le cadre d'une instance de dialogue dont nous avons décidé ensemble ce soir la création. Il s'agit de convaincre et d'accompagner individuellement, humainement, chacun des professionnels concernés en prenant le temps nécessaire. Je veux aussi favoriser le dialogue avec les sapeurs-pompiers de la Guadeloupe, notamment avec les pompiers volontaires. Une mission du ministère de l'Intérieur sera à pied d'œuvre sur place dès demain pour examiner avec eux les voies et moyens pour permettre les conditions de déploiement de l'obligation vaccinale et discuter aussi des sujets propres au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours de Guadeloupe. Cela se fera en bonne intelligence avec le président du conseil départemental qui est l'autorité gestionnaire des pompiers du département. Enfin, j'ai demandé au ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, de poursuivre le dialogue avec les élus et les forces vives du territoire qui sont pleinement engagés pour le retour au calme. Ce dialogue devra nous permettre notamment de nous assurer du déploiement plein et entier de tous les dispositifs d'accompagnement économique et social, non seulement pour gérer les conséquences de la crise, mais aussi pour favoriser la relance de l'emploi et de l'activité en Guadeloupe. Je vous remercie. Bon, je suis encore là, donc vous avez entendu les mots du Premier ministre. Est-ce que vous avez quelque chose, un débrief à dire ? Oui, on est obligé de réagir, effectivement. Alors, ce que je retiens, comme un peu tout le monde, finalement, il appelle au calme et à la responsabilité. Au retour au calme, il condamne les exactions comme finalement il se doit. De l'autre côté, il annonce une instance de dialogue dont il faudra évidemment définir les contours. Puisque, je vous le disais au départ, la force ne saurait être la seule réponse à apporter à la situation de crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et donc, on en appelait au dialogue entre les différentes parties prenantes de la crise. C'est une instance de dialogue, il faut définir les contours, les modalités, voir quels sont les objectifs de cette instance de dialogue, voir quel sera l'objet du dialogue donné. Et donc nécessairement, il va falloir préciser cette intention-là. Ensuite, il a opposé une fin de non-recevoir à l'objet de la manifestation en son cœur, puisqu'il a indiqué qu'il n'y aura ni report, ni arrêt de l'obligation vaccinale pour les soignants, pour les personnels soignants et pour les pompiers, même s'il laisse la porte ouverte au dialogue et à ce qu'il dit être de la pédagogie à l'égard de personnes qui, je pense, ont très bien compris les tenants et les aboutissants des choses, mais on peut être, s'inscrivent dans la volonté d'un dialogue, eh bien, je crains que ça soit insuffisant pour répondre à toutes les attentes. Et c'est vraiment, de toute façon, ce que l'avenir nous dira, un avenir très proche, où j'imagine que les syndicats, les élus vont reprendre la parole très vite après le Premier ministre, et donc nous dirons si ça est de nature à les convaincre ou pas, mais je crains malheureusement que ça soit insuffisant pour satisfaire les attentes de la rue. Là, qu'est-ce qui reste comme solution ? Parce que je repense encore à la dame qui nous a appelés. Est-ce que si dans ce cas-là, le gouvernement ne plie pas sur l'obligation vaccinale, ce qui n'était vraiment pas étonnant, parce que vous imaginez s'il plie pour la Guadeloupe, toute leur stratégie en France, elle tombe à l'eau. Puisque en France aussi, il y a des manifestations. Et il y a, je crois, c'est 15 000 soignants. Enfin, il y a beaucoup, je n'ai pas les chiffres exacts, mais qui ne sont plus à leur poste. Donc on sait qu'il y a des services dans certains hôpitaux qui ne fonctionnent plus à cause de ça, parce qu'il manque du personnel médical. Alors que c'est déjà un secteur qui souffrait déjà, qui était déjà en souffrance. Est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, le gouvernement doit plier au moins sur un point en disant « Ok, dans ce cas-là, on laisse partir le personnel médical et ils toucheront leurs assédiques, au moins ça, pour que les personnes puissent se retourner ». Alors moi, ce que je crois surtout, au fond, qui aurait pu être envisagé comme perspective, je l'ai dit sur une autre antenne à la radio, pour moi, il y avait un enjeu dès le départ à repositionner les choses dans leur contexte.
Lorsque le 12 juillet, le président de la République prend un discours qui est un discours martial, où il explique qu'il va y avoir le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants, eh bien le 12 juillet, on est à 70% de personnes vaccinées dans l'Hexagone contre 30% de personnes non vaccinées dans l'Hexagone. Sauf que lorsque vous transposez ce discours-là en Guadeloupe et que vous regardez la sociologie vaccinale ou la couverture vaccinale, comme dirait l'autre, eh bien on est carrément sur des ratios inverses. Et donc finalement, ça veut dire que l'état d'esprit vis-à-vis de la chose qui est le vaccin n'est pas le même en réalité en Guadeloupe que dans l'Hexagone. Ça veut dire que nécessairement la politique vaccinale ne doit pas être la même en Guadeloupe que dans l'Hexagone. Je suis certain que si le ratio était le même dans l'Hexagone qu'il était en Guadeloupe, on n'aurait pas eu ce discours-là. Et donc, nécessairement, on aurait eu une autre approche. J'ai pris un peu le temps de remonter le fil d'actualité de l'ARS jusqu'à avant le 12 juillet 2021. Et avant ce discours du président de la République, alors, on retrouve beaucoup de propagande autour du respect des gestes sanitaires, du respect de la distanciation sanitaire, évidemment, quelques publications incitant à la vaccination. Mais elles ne sont pas effectivement majoritaires. Après ce 12 juillet 2021, on a beaucoup plus de postes qui incitent à la vaccination. Sauf que ces postes qui incitent à la vaccination n'apportaient pas tout de suite des réponses aux questions qui étaient posées par les citoyens face à leurs inquiétudes sur la vaccination. Et je crois que c'est vers la mi-août ou la fin août qu'on a commencé à voir apparaître sur Instagram, sur Facebook, des espèces de petits posts qui, à chaque question qui était posée sur la modification de l'ADN, sur les effets indésirables du vaccin, etc., apportaient des réponses de manière ludique, didactique et un peu plus directe aux gens. Et donc, moi, je crains qu'à cette époque-là, les idées s'étaient déjà transformées en convictions. Et donc, nécessairement, on avait sédimenté des positions dans la population. Et pour moi, c'est vraiment, je pars de loin pour expliquer la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Très rapidement, vous avez vu le directeur du centre hospitalier universitaire qui a tenté d'abord dans un premier temps de faire cette obligation vaccinale, qui a été confronté à la réalité de ses services, qui l'a reporté et qui finalement s'est retrouvé encore une fois aujourd'hui confronté à cette réalité-là. Et je crois que, sans me tromper, pouvoir dire sans me tromper, qu'aujourd'hui, on s'est arrêté au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on a voulu faire une obligation vaccinale. Alors, le Premier ministre parle de 85% de couverture vaccinale. Ce matin, c'était 95% que j'ai entendu dans certains médias, 99% dans d'autres. Et donc, finalement, on se retrouve à ne pas tellement savoir quelle est la réalité des chiffres. Et puis d'ailleurs, on fait dire aux chiffres ce qu'on veut et sans pour autant apporter une réponse à la réalité que vit aujourd'hui la Guadeloupe, qui est qu'il y a des gens qui refusent de se faire vacciner. Et ces gens-là, en réalité, ils ont reçu les explications depuis. Et ils refusent encore de se faire vacciner. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ils vont assumer ce qui n'est pas censé être une suspension, parce que dans le droit, je rappelle que la suspension n'est pas censée être une sanction pour l'agent public, mais qui se retrouve aujourd'hui à essuyer une suspension dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle va précisément s'arrêter, dont on ne sait pas précisément s'il ne s'agit pas d'une sanction, et dont ce qu'on sait, effectivement, c'est que les personnes qui la subissent ne sont pas payées. Alors, encore une fois, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Moi, de manière très empirique, quand je regarde autour de moi, eh bien, il y a les soignants en tant que tels qui sont affectés par cette suspension. Il y a des personnels administratifs du centre hospitalier universitaire qui sont affectés par cette suspension, des pompiers. Et donc, ce qu'on aurait pu proposer, mais qui n'a pas été manifestement retenu aujourd'hui, c'est de dire, eh bien, OK, on reporte ou on suspend, ou on arrête, ou tout ce qu'on veut, sauf que derrière, eh bien, on réimpose le test PCR. Parce qu'on sait que ce n'est pas une garantie que d'être vacciné ou de ne pas être vacciné, que de ne pas porter la maladie. Eh bien, on réimpose le test PCR aux frontières pour ceux qui viennent dans le pays, parce que ça, c'est une réalité. Il y a un enjeu à ce qu'on soit certain qu'une fois qu'on a réussi à apaiser le terrain sanitaire local, eh bien, que des intrants ne puissent pas être vecteurs de la maladie. Et on impose aussi le test PCR pour tout un chacun en le rendant gratuit en Guadeloupe. C'est ce qui a été demandé exactement, par nos parlementaires. En le rendant gratuit en Guadeloupe de manière systématique, eh bien, pour avoir accès à tous les lieux de culture et de vie en société. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. La dame qui nous a appelés, surtout, n'hésitez pas à nous rappeler lundi prochain. On va essayer de faire quelque chose avec le département pour savoir ce qu'on peut mettre en place pour tout ce qui est économie solidaire. Je voulais faire passer très rapidement un communiqué de la Chambre de métier, mais je vous le mettrai sur les réseaux sociaux parce que là, il faut vraiment que
je laisse le plateau à Chika qui arrive tout de suite. Merci à tous de nous avoir suivis. Et merci à vous, Sabine, de m'avoir invité. Avec plaisir. À la semaine prochaine et bon courage. Je sais que c'est difficile. Bon courage à tous. Merci.